auxquelles vous pourrez avoir affaire si jamais vous êtes interrogé dessus, me semble-t-il. On poursuit avec l'impôt sur le revenu. Alors, première question, assez simple, c'était des questions de cours, mais je ne les compte pas et ça sera non noté. Et vous verrez qu'elles sont simples dès lors que je vous aurai posté les vidéos de cours cette semaine, puisqu'on n'avait pas traité cette partie-là. Donc ça, je vous renvoie au cours que je vais faire sur la taxe sur les salaires, qui est un cours à venir. Alors, concernant maintenant les revenus catégoriels de la société du foyer fiscal Laurent. Excusez-moi, j'étais encore sur un mode de réflexion IS. Donc le foyer fiscal Laurent. Donc le foyer fiscal Laurent a plusieurs sources de revenus. Et notamment, on a du BIC. Alors ici, le BIC, il fallait tenir compte, parce qu'il y a un mini calcul de BIC, mais j'aimais bien parce que ça vous permettait de comprendre que le calcul du BIC que l'on fait, après on l'intègre dans la déclaration d'IRPP. Donc on partait du résultat comptable provisoire. Il y avait quelques éléments dont il fallait tenir compte, ça je vous renvoie sur le cours sur les BIC. On déterminait le résultat de cession, le bien est détenu depuis plus de 2 ans, donc la règle bien amortissable au BIC est détenue depuis plus de 2 ans, la plus-value est à court terme à hauteur des amortissements, à long terme au-delà. Donc ici, la plus-value est totalement de court terme. Dans les BIC, on peut l'étaler sur 3 ans. Donc l'année où on constate la plus-value, on reprend les 2 tiers du résultat pour ne laisser qu'un tiers imposé, et les années suivantes, on réintégrera un tiers de ce résultat, un tiers de 9 975 sur les 2 années suivantes. La rémunération du gérant, assez classique. La rémunération du gérant, c'est le BIC, donc elle n'est pas déductible. La rémunération du conjoint salarié est déductible en totalité. Alors vous rajoutez si cela correspond à un travail effectif et à une juste rémunération. C'est incomplet là, il manque des choses à rajouter. La fille de M. Laurent a réalisé un travail effectif dans la boulangerie, donc il n'y a aucune raison que ça ne soit pas déductible. L'opération 5, on avait une durée d'usage dont il faut tenir compte, et elle était indiquée dans le sujet en fiscalité, une durée d'utilisation qui était prise en compte en comptabilité, donc il y avait un ajustement, une réintégration qu'il fallait faire de 400 €. Pour évidemment coller à la règle fiscale, puisqu'ici on détermine un résultat fiscal. Enfin, question classique également, un contrat souscrit auprès d'un organisme financier. La prime d'assurance est déductible à partir du moment où c'est obligé par un organisme financier en caution d'un prêt, garantie d'un prêt réalisé par le commerçant. Concernant les traitements et salaires, alors, monsieur Jules, qui est leur fils, est apprenti pâtissier. Il demande à être rattaché au foyer fiscal des parents. Il gagne 65% du SMIC. Sa rémunération est exonérée en totalité, donc pour les apprentis. Leur fille de 16 ans, Valentine, est lycéenne. Elle a travaillé pendant les vacances. Elle a moins de 3 SMIC, donc exonérée. L'épouse de M. Laurent est salariée. Elle a 16 000 de net imposable, donc on va retenir 10% de frais professionnels puisqu'on n'a pas d'autre indication, à savoir que 14 400 seront imposables. Nous poursuivons, voilà, avec les revenus de capitaux mobiliers. Quelle est la règle sur les revenus de capitaux mobiliers ? Les intérêts, les dividendes sont imposables dans la catégorie RCM, bien évidemment. Les intérêts du livret sont exonérés. Les modalités d'imposition, il y a une retenue à la source, le fameux PFU, qui à ce moment-là, lors du retenu à la source, c'est le prélèvement fiscal non libératoire, le PFNL. C'est le même, mais ça dépend des moments. Il n'est pas encore définitif celui-là. On va voir pourquoi il n'est pas définitif. Donc de 30%, 12,8 d'impôt, 17,2 de prélèvements sociaux. L'assiette imposable, je vous rappelle qu'on nous dit que dans le sujet,
le foyer fiscal a pratiqué l'option sur le barème pour les RCM. Il faut donc revenir au montant qui a été mis en distribution à part, alors il s'appelle PFO, prélèvement fiscal obligatoire non libératoire, PFNL. Ou PFO, c'est pareil, hein, c'est pas encore le PFU. Ce que je vous disais tout à l'heure, au moment du versement, il y a une partie qui a été retenue à la source. Mais comme moi je décide de l'imposer dans le cadre de mes RCM complètement, eh bien, il faut que je retrouve le montant avant ce prélèvement. Je vous ai expliqué la technique en cours. Donc vous prenez 630 divisé par 0,70 qui nous donne un revenu brut de 900. C'est ce revenu brut qu'il faudra déclarer. Sur ce revenu brut, comme je suis au barème, j'ai un abattement de 40%. Donc c'est ce que je vais faire ici. Mais j'ai à soustraire de ce que je déclare une partie de la CSG-CRDS qui est déductible du montant que je déclare, qui est égal à 6,80%. Je dois donc être imposé sur 479 €. Quelles sont les sommes qui vont devenir en déduction de l'impôt? Alors le foyer a des réductions d'impôt parce qu'ils ont fait don au Téléthon. Valentine est scolarisée au lycée, donc on a une déduction d'impôt. On a un emploi à domicile, c'est 50% du coût du salarié. Et enfin, on va déduire la partie de l'impôt que j'ai pré-réglé, ce fameux PFO, prélèvement fiscal non libératoire, c'est pareil, encore une fois, puisque ça ne deviendra jamais du PFU, vu que je soumets mes 479 € avec le reste des revenus, j'additionnerai pour le faire passer au barème. Mais comme j'avais payé précédemment une partie qui avait été retenue à la source, évidemment, ça devient un genre de crédit d'impôt en quelque sorte. C'est pas vraiment un crédit d'impôt, mais on le déduit à ce moment-là, puisqu'on l'a payé en préalable. Voilà donc, j'espère que cette correction vous a servi et j'espère avoir de bonnes surprises en corrigeant votre devoir.